Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Le cold case que nous allons vous raconter aujourd'hui avait 35 ans quand il a finalement été résolu de manière spectaculaire en septembre 2021. Dans cette affaire, des jeunes femmes sont victimes de viols, parfois même assassinées par un homme, le même, totalement insaisissable. Son portrait robot est dressé, on le surnomme le grêlé, parce que son visage est couvert de cicatrices. Il va faire courir les meilleurs enquêteurs du 36 quai des Orfèvres. Vous écoutez l'affaire du grêlé, épisode 1, première partie. Le 5 mai 86, j'ai quitté l'appartement vers 8h30 et j'ai aperçu Cécile qui terminait sa toilette, qui se peignait probablement. Luc Richard, demi-frère de Cécile Bloch. J'ai été le dernier à voir Cécile. Et j'ai franchi les portes du hall pour me retrouver dans la rue, sous un ciel bleu de printemps, me disant que c'est une bonne journée qui va commencer. Cécile Bloch, c'est une petite fille de 11 ans qui est collégienne et qui a la particularité d'être assez autonome. Damien Delceni, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Et elle a l'habitude d'aller à l'école toute seule, de rentrer le midi, déjeuner souvent toute seule à l'appartement. Sa maman d'ailleurs appelle comme tous les jours le midi pour savoir si elle est rentrée déjeuner. Ça ne répond pas et c'est là qu'elle commence. Elle s'inquiète tout de suite parce que c'est pas du tout dans les habitudes de sa fille de traîner dehors. Elle appelle la police avec son mari. Ils prennent attache avec l'école qui leur dit on n'a pas vu ce matin, donc on ne sait pas où se trouve Cécile. C'est là que l'inquiétude a grandi pour se transformer en affolement, quoi. Jean-Claude Dissès, ami et ancien avocat de Jean-Pierre Bloch. Et les deux parents ont réintégré le domicile, des recherches ont commencé. Donc il y a des gardiens, des voisins qui vont commencer à chercher, parce que c'est une résidence assez importante, il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup d'appartements. Et à un moment donné, ils sont descendus au 2e ou 3e sous-sol. Et la petite était là, sous une vieille moquette délabrée, voilà. On est en présence d'une affaire très grave. La fillette a été tuée. Bernard Pascalini, ex-inspecteur brigade criminelle de Paris. Et le parquet saisit la brigade criminelle de l'enquête. Et donc, nous partons vers 16h avec les 6 fonctionnaires de permanence. Lorsque j'arrive, on descend au 3e sous-sol. C'est un petit local dans lequel il y a un genre de débarras. Et là, à la lumière de nos lampes, on déplace la moquette et on constate que le corps de Cécile est allongé sur le dos. Quand il la découvre, elle est dans une position un peu particulière. Le pantalon, la culotte sont baissés. On voit qu'elle a subi des violences sexuelles et elle a été étranglée avec des cordelettes trouvées sur place. On se rend compte qu'elle a une plaie au niveau du thorax. Donc manifestement, cette fillette a été poignardée. Un peu plus loin que le corps se trouve le cartable de Cécile, un élément qui permet de penser qu'elle partait à l'école et elle n'est pas sortie de l'immeuble. La famille Bloch habite une résidence qui a plusieurs centaines d'appartements. Ce sont pour la plupart beaucoup de fonctionnaires. C'est pas un quartier à problème. Jean-Pierre Bloch, il était inspecteur d'un service contentieux de la CPAM à Paris, où sa femme travaillait également d'ailleurs. On est reçu par une famille qui est éplorée, quoi, qui est catastrophée, qui comprennent pas ce qui s'est passé. Et on essaye de parler, qui nous présentent leur fille. C'est comme ça qu'on apprend que c'est une fillette véritablement sans problème, parfaite. J'étais très proche avec Cécile. On avait effectivement une assez grande différence d'âge, 13 ans. Luc Richard,
demi-frère de Cécile Bloch. Et j'étais un petit peu son protecteur. Elle prenait des cours de violon. J'ai commencé l'étude de la flûte à l'époque pour pouvoir être avec elle et travailler des duos. Hein. On avait beaucoup de complicité. On vivait dans une totale insouciance dans notre famille. On va continuer nos investigations, notamment dans l'appartement. C'est un cas de conscience. Vous vous rendez compte, les parents en pleurent et on leur dit « Madame, monsieur, on va perquisitionner l'appartement, perquisitionner notamment la chambre de votre fille. » On jette un coup d'œil, il n'y a pas de traces de désordre, il n'y a rien. C'était la confirmation que rien ne s'était passé dans l'appartement. Le meurtre avait eu lieu dans les parties communes. Les policiers démarrent une enquête tout à fait classique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les deux, et les parents et son demi-frère, vont se souvenir très vite d'avoir croisé un type dans l'ascenseur qui les a rendus très mal à l'aise. D'abord se demande ce qu'il fait là, parce qu'on a l'impression d'un type qui fait des allers-retours dans l'ascenseur, qui va au sous-sol, qui remonte, qui est dans les étages, qu'on voit sur des paliers, qu'on voit dans l'entrée, etc. Et puis les parents de Cécile, ils disent « on l'a trouvé très obséquieux, très poli, trop poli ». Et le demi-frère dit la même chose. Il m'a dit au revoir, mais de manière très insistante. Passez une bonne journée, une très bonne journée. Ce type-là, probablement le meurtrier, est resté sur les lieux longuement. Je dis 45 minutes, peut-être même 1 heure. Et il a pris des risques énormes, énormes. Je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes qui l'ont eu, des habitants de l'immeuble. On a l'impression que c'est vraiment le prédateur qui attend sa proie, c'est-à-dire il prend l'ascenseur, quelqu'un monte, bon, ce sont des adultes, il ne fait rien, et là, c'est Cécile, c'est une enfant, elle est toute seule. Il est prêt, il a repéré le local dans le sous-sol où il va pouvoir commettre son acte, et donc voilà, tout est organisé pour lui ce matin-là. Cécile ne faisait évidemment pas le poids. Mais elle s'est certainement beaucoup débattue, vu l'état dans lequel on l'a retrouvée. On a un suspect qui a été vu par la famille, ce qui est exceptionnel. Ça m'est jamais arrivé en 35 ans de PJ, ce qui m'a fait croire qu'on allait sortir l'affaire rapidement, quoi. Luc, il dit, je l'ai bien regardé et je peux vous donner un signalement. Donc, un type européen, 25-30 ans. Il est vêtu d'une manière sans originalité particulière, hein. Lewis, basket ou tennis, blouson. Ce qui est important, la taille, parce qu'il dit il est plus grand que moi, donc il faisait au moins 1m80, 1m85. Il était souriant. Il avait une chevelure un petit peu ébouriffée et surtout une mèche de cheveux sur la droite, qui cachait pas ses yeux d'ailleurs, mais une irrégularité dans la texture de sa peau, comme s'il s'agissait d'acné, de traces de varicelle ou quoi que ce soit. Il fallait un mot, donc, pour le qualifier. Ça s'est traduit par une peau grêlée. C'était la seule chose qu'on pouvait remarquer de son visage, qui était un petit peu angélique quelque part. Le portrait robot, on a estimé qu'il fallait le diffuser. Très rapidement, la presse s'en est emparée et c'est un journaliste de François qui l'a appelé le grêlé.
Au début de leur enquête, grâce à ce portrait robot de l'homme au visage grêlé, les policiers du 36 quai des Orfèvres sont donc plutôt confiants. Ils pensent que rapidement quelqu'un va le reconnaître et le dénoncer. En attendant, ils commencent leur investigation dans le quartier où habitait Cécile Bloch. Dans un premier temps, les policiers vont d'abord se lancer dans un périmètre assez restreint géographiquement autour de la rue Petit dans le 19e, et ils vont chercher les pervers un peu locaux, c'est-à-dire ils vont aller au commissariat du coin, ils vont dire voilà, est-ce que vous avez dans vos fichiers de l'époque, dans vos tiroirs, des gens de cette tranche d'âge connus pour des agressions sexuelles, pour de l'exhibition sexuelle, quelqu'un qui connaît le quartier, qui connaît les lieux. La piste privilégiée a été celle de chercher parmi les SDF de l'arrondissement, ce qui n'a évidemment rien donné, puisqu'ils étaient tous protégés par un alibi. Dans leur esprit, ça ne pouvait correspondre qu'à une personne ayant des problèmes psychologiques. Ils n'avaient pas grand-chose. Sur la scène de crime, on va trouver une trace de sperme. Et à l'époque, pas d'ADN, mais à l'époque, on peut extraire de ce sperme le groupe sanguin. Et donc, on va découvrir à ce moment-là que le grêlé est du groupe A positif. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs individus qui ont été mis en garde à vue et qui ressemblaient au portrait robot. Et qu'on a écarté à l'époque grâce à l'analyse sanguine. Et donc, après avoir cherché vraiment dans un périmètre restreint, ils vont aussi essayer de trouver s'il y a eu d'autres agressions commises dans Paris qui peuvent ressembler à cette agression qui est quand même très particulière. On est dans un lieu où il y a beaucoup d'habitants, en pleine journée, avec quelqu'un qui reste de longues minutes sur la scène où il se trouve, qui prend beaucoup de risques. Donc, ils se disent peut-être que c'est quelqu'un qui a une assurance qui fait qu'il a déjà commis ce type d'acte. On a relevé une affaire, la petite Sarah. Là, on a appris qu'elle avait été agressée un mois auparavant, dans les mêmes conditions que Cécile. Sarah avait 8 ans. Elle habitait dans une tour, place de Vénétie, dans le 13e arrondissement. Et elle a été projetée dans l'ascenseur par un individu qui l'a amenée au sous-sol. Il l'a violée et il l'étrangle avec un foulard. Il lui disait de ne pas crier et elle s'est débattue et puis elle s'est évanouie. Elle s'en sort, mais quand il quitte les lieux, pour lui, elle est morte. Elle est morte. Les policiers vont trouver dans cette affaire de vraies similitudes géographiques. On est quand même toujours un peu dans l'Est parisien. Et effectivement, le mode opératoire, le fait d'avoir pris un ascenseur, d'avoir emmené sa victime au sous-sol, de l'avoir violée, d'avoir une jeune fille qui a sensiblement le même âge que Cécile, ça les amène à penser que ça peut être la même personne. Donc elle donne un signalement qui peut se rapprocher d'une autre. Et elle reconnaît surtout le portrait robot qui a été élaboré dans le cadre du dossier de Cécile. Et parmi les éléments matériels que nous retrouvons sur place, il y avait donc des cordelettes, un matelas et également des traces de sperme qui seront prélevées et qui permettront de déterminer le groupe sanguin de cet agresseur qui se révélera être le même groupe sanguin que l'agresseur de Cécile. On ne parle pas encore de serial killer, mais effectivement, ça commence à prendre certains volumes qui peuvent être inquiétants, quoi. Pas mal de circulaires étaient affichés, placardés pour prévenir les habitants, les parents, qu'un rôdeur sévissait dans le quartier. Il y avait un sadique dans le 13e. Il y a eu de véritables et de très sérieuses investigations. Ne serait-ce que déjà pour rapprocher les dossiers les uns des autres. Ça n'a rien donné.
C'est quand même 1986. Donc c'est la préhistoire de tout, la préhistoire de l'informatique, des fichiers, de l'ADN, de la police et scientifique, ça n'existe pas à l'époque. Mais pourtant, vous savez même d'autres inconvénients, y compris un jour Jean-Pierre avait rencontré un type sur une station de service sur l'autoroute. Jean-Claude Dissès, ami et ancien avocat de Jean-Pierre Bloch. Il était persuadé que c'était l'auteur. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui sont persuadées d'avoir reconnu, en général, c'est leur voisin ou un proche parent avec lequel ils ont un différend. Et alors, à chaque fois, il faut prévenir le juge d'instruction. Et malheureusement, malgré les dizaines, les centaines de vérifications, de garde à vue, aucun résultat. L'enquête s'enlise. L'affaire est classée en 1993. Pourtant, 4 ans plus tard, grâce aux travaux révolutionnaires du docteur Pascal, pionnier de l'ADN en France, les policiers vont faire de nouvelles découvertes. Alors là, l'histoire de l'ADN, ça a été, bien sûr, pour toutes les enquêtes criminelles, quelque chose une aventure extraordinaire. Enfin, je dis aventure. Alain Vasquez, ex-inspecteur brigade criminelle de Paris. Ça a commencé au début des années 90 et ça a été l'œuvre donc d'un passionné de l'ADN qui était le docteur Pascal. Bon, il avait senti, lui, toutes les possibilités d'exploitation de l'ADN dans le cadre de nos enquêtes. Le diagnostic génétique est en marche, il servira surtout dans la médecine médico-légale. Dans le laboratoire de biologie moléculaire de Nantes, 5 personnes travaillent sur ces nouvelles fiches d'identité génétique. Notre but va être d'extraire cet ADN et ensuite d'identifier chaque personne par des marqueurs qui leur sont spécifiques. On peut ainsi identifier un agresseur après un viol, puisqu'on retrouvera des spermatozoïdes au niveau du prélèvement vaginal. On pourra le comparer à l'ADN de suspects qui nous seront présentés. La patronne de la crime à l'époque, Martine Monteil, qui a beaucoup assisté auprès de la justice, qui n'y croyait qu'à moitié. André Bizel, ex-chef adjoint brigade criminelle de Paris. Pour que des recherches systématiques d'ADN soient faites. Et tout ça coûtait très cher. Et l'on découvre, dans les années 97, des scellés de sperme de l'individu, prélevés sur la moquette. Il restait suffisamment de matière, dans le cas de Cécile, de matière à établir une empreinte génétique. Donc là, c'est un coup de théâtre. Le docteur Pascal va révéler l'ADN du grêlé dans l'affaire de la petite Cécile. Le fameux ADN 16-17-793 du grêlé. C'est lui qui va quelque part révéler le profil génétique du grêlé et qui va ensuite rapprocher ce profil génétique d'autres profils qui ont été trouvés sur d'autres scènes de crime. Et on va effectivement rapprocher le grêlé d'une autre agression commise sur une jeune fille qui se prénomme Marianne. 10 ans auparavant, une affaire rappelle le mode opératoire du grêlé. En 87, je suis inspecteur principal à la brigade des mineurs. Annie Podo, ex-inspecteur brigade de protection des mineurs de Paris. Et donc, on me demande de prendre l'audition d'une jeune fille, Marianne, donc, qui vient d'être violée. Elle rentrait déjeuner chez elle et elle entend qu'il y a un type qui est derrière elle. Mais bon, ça l'inquiète pas. Elle rentre dans l'ascenseur et là, il lui sort la carte de police en disant « Je suis policier, je vérifie si vous vous droguez, il y a des mineurs qui se droguent, voilà, et j'ai besoin de voir vos papiers. » Elle lui dit qu'elle n'a pas ses papiers et donc il la contraint à remonter chez elle dans son appartement pour soi-disant faire une vérification d'identité. Et arrivé dans l'appartement, il se rend compte qu'effectivement ses parents ne sont pas là, qu'elle est seule. C'est là qu'il sort une arme. Il lui dit « Je ne suis pas un policier, je suis cambrioleur. »
Il l'a fait coucher sur le lit, il la ligote, les mains dans le dos, les pieds. Il fouille la chambre, et là, il avait un sac, et il remplit le sac avec un magnétophone, je crois, des disques, au magnétoscope. Il lui met un fil électrique autour du cou, il la tient avec le fil électrique, et là, c'est là qu'il la viole. Il lui dit de ne pas crier, ce qu'elle ne fait pas, elle ne crie pas. Je pense qu'elle a senti que sa vie était en danger, oui. Comme elle pleure beaucoup et qu'elle est toute nue sur le lit, il va la recouvrir d'une couverture. Ça m'a marqué, ce geste. Ça collait pas avec son comportement d'avant, parce qu'il était assez menaçant. Et puis il s'en va. Donc on a saisi la couette, parce qu'il y a des traces de sperme. On est sur un mode opératoire totalement différent qui, déjà, nous étonne, nous surprend. Un faux policier qui va abuser sexuellement et également voler aussi dans un appartement, c'est extrêmement rare. Il faut dire qu'on a du mal à le suivre. Je ne comprends pas. Pourquoi il tue Cécile Bock? Pourquoi il ne tue pas Marianne? Est-ce que Cécile a résisté? Est-ce qu'elle a crié? Est-ce que, au contraire, la petite Marianne n'a pas crié? On ne saura jamais. Il n'y a que lui qui a la réponse à cette question. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.